Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le débat du journal de la cause animale. L'idée de ne plus passer par un animal pour fabriquer de la viande remonte déjà aux années 30 et Churchill lui-même considérait qu'il serait un jour aberrant de perdre du temps à élever un animal pour manger un steak. Les premiers essais pour cultiver des cellules afin d'en faire de la viande remontent aux années 70. À l'heure où cette technologie est en plein boom, le sujet est encore mal connu du grand public. C'est pourquoi nous avons voulu l'aborder aujourd'hui avec Nicolas Bureau, qui travaille chez Agriculture Cellulaire France. Bonjour. Et autour de la table, nous avons l'honneur de recevoir également Herman et Amadeus, qui sont les fondateurs du journal de la cause animale, ainsi que Guillaume Klein, qui est le fondateur de Veganalytic, qui sont des pages de vulgarisation scientifique en lien avec le véganisme. Tout d'abord, Nicolas, peux-tu nous expliquer en quelques mots comment est fabriquée la viande cellulaire ? Bien sûr. Alors, pour faire de la viande cultivée, on prend une cellule souche de l'animal dont on veut reproduire la viande. On la met dans une cuve, on nourrit cette cellule avec... alors, en ce moment, les startups font ça avec ce qu'on appelle un médium ou un milieu de culture avec des végétaux ou un milieu de synthèse. Et ça donne des tissus musculaires auxquels on va rajouter, par exemple, des cellules graisseuses pour avoir à la fin un morceau de viande. Très bien, je te remercie. Et j'avais entendu parler de sérum fœtal bovin pour faire de la viande cellulaire et en tout cas de prélèvement sur un animal vivant. Donc ma première question, c'est par rapport à l'éthique. D'abord, savoir où on en est par rapport à ce sérum fœtal bovin et ensuite savoir autour de la table, pour vous, est-ce que ça vous paraît éthique de prélever des cellules à un animal ou pas en tant que vegan et antispéciste, notamment pour Guillaume, Herman et Amadeus ? Alors, il y a deux choses. Il y a d'une part la question du sérum fœtal bovin. Ça, effectivement, c'était avant, au début de la production, notamment vers 2013, dans les années 2010. On utilisait ce sérum fœtal bovin parce qu'on n'avait pas d'alternative. Et donc, mais aujourd'hui, il n'y a aucune start-up qui compte commercialiser des produits à base de sérum qui a utilisé du sérum fœtal bovin. La deuxième question, c'est le prélèvement des cellules, parce qu'effectivement, je disais qu'il y avait une cellule de base, qui est une cellule souche. Et ça, ces cellules, elles sont prélevées par biopsie indolore sur les animaux. Voilà. Et ça c'est quelque chose qui est amené aussi à évoluer parce que ce prélèvement, on se dirige, il y a déjà des recherches en cours, sur ce qu'on appelle des lignées de cellules immortelles. Ce qui veut dire qu'on n'aura même plus besoin de prélever de cellules sur un animal. Et en fait, on aura la cellule de base qui pourra croître... comme ça en laboratoire et du coup on n'aura plus besoin de ce premier prélèvement, quoi. D'accord, mais donc là déjà, là où on en est aujourd'hui avec ces prélèvements, est-ce que vous pensez que c'est éthique ? Est-ce que ça reste de l'exploitation de prélever des cellules à un animal ? Moi personnellement déjà, je me dis, est-ce qu'on ne peut pas le faire par exemple en prélevant un poil de l'animal ? Donc pour ne pas avoir à faire un prélèvement de tissu directement, ça c'est faisable ou pas ? Alors non, il faut un prélèvement de cellules souches, sachant que la cellule, elle va... Enfin, les chiffres qu'on a qui datent... les chiffres que j'ai moi, en tout cas c'est 2020, quelque chose comme ça. À partir d'1 gramme de cellules, on peut faire 10 tonnes de viande, quoi. Donc c'est déjà Mais donc en fait, pour faire de la viande, il faut forcément une cellule musculaire. On ne peut pas faire de la viande à partir d'une cellule de poil. Enfin, en tout cas, pas pour l'instant. Alors voilà, à ma connaissance. Mais après, moi, je ne suis pas scientifique, mais je ne sais pas s'il y a des travaux sur ça. Mais on n'est pas obligé de tuer l'animal. Ah, pas du tout, non. C'est une biopsie indolore. C'est vraiment comme une prise de sang. C'est un peu le même genre de choses, quoi. Mais donc on pourrait faire aussi de la viande cellulaire d'humain. Techniquement, peut-être. Après, l'encadrement bioéthique juridique l'interdirait. Je pense l'interdira un peu tout le temps, je pense. Parce que ça, c'est quelque chose qui dépasse un peu la science. C'est plus quelque chose du côté éthique, moral. Et je pense que le grand public n'acceptera pas ça. Donc je ne pense pas qu'on arrivera à ça. Moi, je voulais commercialiser du lait de... Comment elle s'appelle ? Kardashian. Parce que je me suis dit que ça a marché pour le grand public. Il y a des mamans qui veulent pas donner leur sein. Bon bah voilà, tu donnes du lait de Madame Kardashian, j'ai oublié son prénom. Kim Kardashian. Et à l'alternative au lait, exploitons d'autres personnes que les animaux. Guillaume, tu voulais intervenir là-dessus ? Oui, je voulais dire, la question à se poser, c'est pour une cellule prélevée, combien de viande on va faire ? Pareil pour le sérum bovin fœtal. Alors pour le cas du sérum bovin fœtal, il faut en prélever beaucoup, donc c'est pas rentable, on va dire,
d'en extraire. Mais bon, toutes les entreprises, comme l'a dit Nicolas, se dirigent vers une absence de ça. Et c'est pas que pour des raisons éthiques, c'est aussi pour des raisons économiques, parce que ce sérum coûte c'est ça qui pilote le coût en fait, de la production. Donc si on peut s'en passer et remplacer par des bactéries ou des végétaux, c'est beaucoup mieux. Et pareil, si on considère qu'il faut exploiter un animal en lui prélevant une cellule et qu'après, avec cette biopsie, on pourra faire 10 000 tonnes de viande et épargner je sais pas combien de milliers d'animaux, c'est peut-être plus souhaitable. Exactement. De toute manière, ça pourrait être une alternative un peu intéressante, parce qu'il y a un des contre-arguments face aux véganes qui est de dire, si tout le monde devient végane, vous détruisez les animaux. C'est-à-dire que les animaux d'élevage ne vont plus exister parce qu'on ne va plus les faire naître pour les tuer. Et donc, on ne fera plus naître de poules, plus naître de vaches. Or là, on serait obligé de vivre quand même avec des poules et des vaches, entre guillemets, pour en tirer un profit. Mais du coup, combien on en garderait en fait? Et donc, quelque part, ça reste de l'exploitation, non? Peut-être. Oui, les véganes puristes, je pense qu'ils diraient qu'idéalement, il ne faudrait pas garder des animaux, y compris si c'est pour leur prendre une biopsie. C'est ça, en fait. Tout dépend, s'ils sont très heureux et qu'ils ressentent rien. Après, du coup, ça reste quand même du théorique, parce que si Nicolas a l'air de dire que là, en plus, on est en train de se diriger vers une viande cellulaire qui exclut de plus en plus, justement, même la cellule animale elle-même, ça fait que voilà, cet argument de il resterait quand même des animaux n'est peut-être pas à jour au final, ou ne sera pas à jour d'ici quelques années. Ça exclut pas ça exclut pas la cellule elle-même, mais ça exclut le fait d'avoir besoin de les prélever, parce qu'une fois qu'on a des cellules et qu'on a des lignées de cellules immortelles, on peut se contenter de ça sans avoir besoin de ce prélèvement à la base. Et je reviens un petit peu sur le sujet que tu as abordé, à savoir avoir de la viande d'humain, ou voilà, imaginer qu'on pourrait du coup manger du steak d'humain, du steak de chien, du steak de pangolin ou quoi que ce soit d'autre. Là, c'est une question un peu plus peut-être philosophique, en admettant que ce soit autorisé. Est-ce que ça ferait pas tomber en quelque sorte les tabous alimentaires qu'on pourrait avoir? Et au-delà de ça, alors c'est vraiment très 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 théorique, est-ce que ça ne pourrait pas encourager une sorte de marché noir dans ce sens-là, une sorte de marché noir de vraie viande, à la fois d'animaux qu'on mange actuellement et d'animaux qu'on ne mange pas? Pourquoi les gens feraient un marché noir s'il y a le même produit? Je sais pas. D'accord, et déjà pour la première question, peut-être sur les tabous alimentaires, est-ce que ça les ferait sauter à votre avis? Dans ce livre-là, Plaidoyer pour une viande sans animal, il y a des auteurs qui émettent l'idée qu'on tue les animaux, enfin qu'on mange les animaux pour les tuer, et que du coup, si on se passe de les tuer via la viande cellulaire, il y en a beaucoup qui voudront pas en consommer juste parce que on n'exerce pas la domination. Donc c'est pas impossible qu'il y ait un refus énorme de la part du public, simplement parce qu'on ne tue pas d'animaux, et que du coup ça se démocratise pas réellement, et qu'il reste effectivement peut-être des marchés noirs qui seront certainement plus minoritaires si le prix devient compétitif, mais c'est pas exclu que ça puisse toujours exister, parce qu'il y a une symbolique quand même derrière le fait d'abattre des animaux pour les tuer. C'est pour ça aussi que les viandes végétales exercent un tel rejet. Que c'est pas naturel en quelque sorte, si on passe pas par la phase d'abattage en fait. C'est ça. À mon sens, de toute façon, mais de la même manière que l'alimentation végétale, parce qu'il faut garder en tête que la viande de culture, ça reste des produits d'origine animale, même s'il n'y a pas besoin, il y aura de moins en moins besoin d'avoir l'animal à la base, etc. Je pense que on n'arrivera jamais, ou en tout cas pas avant très 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 longtemps, à une situation où on aura que de l'alimentation végétale ou que de la viande de culture, mais ce sera un produit qui sera complémentaire, comme les produits végétaux sont complémentaires à ce qui existe déjà. Ce sera complémentaire à d'autres choses. Donc je pense qu'il y a des gens qui ne voudront pas se passer on va dire par exemple, du petit élevage conventionnel, petite vache traditionnelle et de la viande de la ferme d'à côté, ce genre de choses. Mais ça existera encore. Je pense que du coup, c'est pas vraiment une question de marché noir, c'est plus... Est-ce que ça va être le seul produit qui existera, ou est-ce que ça va être en compétition avec d'autres choses? Et je pense que c'est plutôt que ce sera en concurrence avec d'autres choses ou complémentaire à d'autres choses. Mais sur cette question, c'est la question du prix aussi. Parce que si c'est beaucoup plus cher, je pense que ça va avoir du mal, alors que si c'est beaucoup moins cher, ça va sans doute remplacer, quoi. Ça, c'est sûr. Les études d'acceptation par le consommateur qui ont été faites en France, aux Pays-Bas, en Allemagne et dans d'autres pays montrent que le prix est un facteur important de l'acceptation de ce produit-là. Là, pour information, alors celles et ceux parmi les auditrices auditeurs qui ont suivi un peu le sujet se souviennent peut-être qu'il y a quelques années, quand en 2013 notamment on parlait des premiers produits,
on parlait de 250 000 euros pour produire un steak. Voilà. Là, en 2 ans, ça avait baissé et ça en était à 20 euros. Maintenant, en fait, on sait que quand ça sortira, ce sera à peu près le genre de prix d'un steak de bonne qualité qu'on peut trouver dans le commerce, un steak de viande conventionnelle, disons. Et il y en a même qui disent que ça coûtera beaucoup moins cher parce que il n'y a pas l'élevage, la transformation. À terme, non. C'est ça. En fait, plus il y aura de production, moins ce sera cher parce qu'il n'y a pas toutes les choses autour. C'est pas des chaînes de production qui seront énormes avec des tas d'intermédiaires. Et il ne faut pas oublier aussi que là, ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens payent leur viande pas si cher que ça dans le commerce, c'est parce qu'il y a d'énormes subventions à l'élevage et que sinon, ce serait 3 fois plus cher, voire plus pour acheter un steak. Sur la question du prix, j'en profite pour enchaîner sur la prochaine question. Moi, je me dis que ça pourrait être une excellente alternative le jour où ça deviendra pas très cher pour les animaux de compagnie. Donc moi, voilà, ma prochaine question, c'est là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que si vous avez des animaux de compagnie, est-ce que vous les nourririez avec de la viande cellulaire ou de la viande de culture ? Sachant que la nourriture végane est quand même encore controversée pour les animaux à majorité carnivore. Et les croquettes, même classiques, sont également controversées parce qu'on sait que c'est pas de la très bonne qualité qu'il y a dedans. Donc voilà, est-ce que vous passeriez par exemple sur un régime type BARF, donc à base de viande crue et de viande de culture pour vos animaux ? Moi, la question que je vois sous-jacente à celle-là, c'est est-ce que en donnant de la viande de culture, on garde l'instinct prédateur des animaux, même des êtres humains ? Et est-ce que c'est une bonne chose de le garder ? Est-ce que c'est une mauvaise chose ? Est-ce que demain, si on était dans une société qui réfléchirait sur les animaux sauvages entre eux, est-ce que le lion devrait continuer de manger une gazelle ? Et est-ce qu'il faudrait nourrir peut-être le lion avec de la viande de culture pour qu'il ne tue pas la gazelle ? Parce qu'en tant qu'amoureux des animaux, il faut quand même se poser des questions sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Et donc, voilà, est-ce qu'on serait prêt à remplacer la viande que les animaux chassent ou que nos animaux de compagnie utilisent avec de la viande de culture ? Ça, c'est une vraie question, je pense. C'est sur ça que la viande de culture aussi peut amener des réponses sur les personnes qui ont ce point de vue-là. Et après, est-ce que nous-mêmes, on serait d'accord d'en manger ? Et si on était d'accord d'en manger, est-ce que ça cultive, c'est un peu philosophique, mais est-ce que ça cultive toujours notre instinct de prédation ? Moi, c'est ma grande question. Et je pense que la prédation est une des racines de nombreuses discriminations, que ce soit le sexisme, le racisme, parce qu'avant même d'être sexiste, raciste, on a été spéciste. Et voilà, est-ce que la violence qu'on met dans notre corps en tuant des animaux, est-ce qu'elle va se stopper si on met de la viande cellulaire et donc on ne sera plus dans une logique de domination, de prédation ? Là-dessus, alors bon, je voudrais bien entendre Herman et Guillaume aussi sur la question, mais juste simplement sur l'instinct de prédation, est-ce qu'on a vraiment cet instinct de prédation en mangeant de la viande ? Parce qu'aujourd'hui, quand on va acheter un steak sous vide au supermarché, est-ce que la personne qui achète son steak répond vraiment à un instinct de prédation ? Ou est-ce que c'est vraiment le goût du sang, entre guillemets, ou est-ce que c'est simplement un acte purement alimentaire et quand tu achètes ta viande comme ça, tu tues pas l'animal ? Mais c'est ça le problème, c'est que les personnes n'en ont pas conscience. Elles ne font pas ça dans un acte de prédation, donc elles consomment, mais peut-être que ça génère dans l'humanité une culture de la domination, de la prédation. On est passé de la violence physique, guerre, esclavage, colonisation, à la violence économique. Pourquoi ? Est-ce que parce que les humains ont gardé en eux cette logique de domination et de prédation ? Bon, voilà, après, ça, c'est d'autres questions, quoi. Herman, Guillaume, du coup, déjà, vous, pour vos animaux de compagnie, qu'est-ce que vous feriez ? Et est-ce que vous auriez, du coup, des choses à redire sur cet instinct de prédation ? Moi, si j'avais des animaux, je les nourrirais certainement plus avec des produits cultivés qu'avec de la viande conventionnelle, si c'était à peu près au même prix. Mais je suis pas certain que le régime optimal, ça soit le régime BARF ou un truc à base de viande crue ou même à base d'animaux chassés. Il y a un domaine de la recherche très récent qui s'appelle la biologie du bien-être, qui étudie le bien-être des animaux, notamment sauvages. Et par exemple, les carnivores, à leur état naturel, ils ont beaucoup de problèmes de santé qui sont peut-être en partie liés à leur alimentation, notamment des cancers. Et donc, peut-être que de même que nous, on a gagné beaucoup d'espérance de vie et de bien-être global en ayant une alimentation plus riche, peut-être que les animaux aussi gagneraient en fait à pas manger que du blanc de poulet cru. Donc, si ça se trouve, des croquettes ou du pâté à base d'un mix qui contiendrait des végétaux et de la viande de culture, comme c'est déjà le cas, les croquettes contiennent
en général 40%, 50% de céréales. De Si soja, ça se trouve, ou de soja, ouais, si ça se trouve, ça serait déjà meilleur pour ces animaux-là. Donc moi, clairement, je pense que c'est une bonne chose. Et je pense que c'est un des trucs qui est le plus prometteur parce qu'il n'y a pas ce rejet du public. Vu que les gens, c'est pas pour eux qu'ils consomment, ils vont moins rejeter ça. Ils vont dire, bah, voilà, peut-être. Puis on peut imaginer donner des croquettes de rat ou de souris à son chat, enfin des trucs qu'on mangerait pas forcément nous, je sais pas. Et toi, Herman, tu as un chien, c'est ça, il me semble? Ah non, pas du tout. Non, t'as pas de chien? Non, D'accord. pas du tout d'animaux de compagnie. D'accord. Et si tu en avais? Bah, effectivement, moi, je partirais plus sur de la viande cultivée que sur les produits véganes qui sont malgré tout controversés, ne serait-ce que pour les produits à base de blé, tout ça, qui sont souvent mal digérés par les animaux. Enfin, il y en a beaucoup qui disent que c'est pas optimal. Donc ouais, moi, clairement, si demain, il y avait de la viande de culture, je partirais plus sur ce type de produit-là, quoi. Sachant que je veux juste faire une remarque que je pense quand même qu'aujourd'hui c'est tout à fait possible pour l'écrasante majorité des animaux qui n'ont pas de problème de santé, etc., de les nourrir de manière végane avec des produits qui sont supplémentés en certains trucs qu'on trouve typiquement dans la viande comme la taurine, la créatine, etc., mais qu'on sait faire par ailleurs en tant que végane. Je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre la viande de culture pour rendre la plupart des animaux en bonne santé, qui n'ont pas de traitement médical, etc., pour les rendre véganes. Mais est-ce qu'avoir des animaux de compagnie, c'est vegan? Ça, ce sera peut-être le sujet d'un autre débat. Et bien du coup, je continue sur la prochaine question. On entend parfois dire que la viande de culture est une technologie OGM. Alors déjà, j'ai envie de te demander, Nicolas, qu'en est-il réellement? S'agit-il vraiment d'une technologie qui rentre dans le cadre de la définition des OGM? Également, est-ce un aliment ultra transformé? Parce que beaucoup de contradicteurs de cette technologie disent qu'il s'agit d'un aliment transformé. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit point là-dessus, s'il te plaît? Ouais, alors sur la question des OGM, non. C'est-à-dire que il n'y a pas besoin d'OGM pour faire de la viande cultivée. On peut utiliser des OGM pour faire de la viande cultivée, comme on peut utiliser des OGM pour faire n'importe quoi. Pour prendre l'exemple du plant-based, du végétal, il y a Beyond Meat qui n'utilise pas d'OGM, il y a Impossible qui utilise des OGM et qui font à peu près le même produit. Les nouveaux fermiers n'utilisent pas d'OGM, etc. C'est la même chose avec la viande de culture. Il y a des produits qui seront faits avec des OGM et donc qui ne pourront pas, par exemple, être commercialisés en Europe. Il y en a d'autres qui ne seront pas faits avec des OGM et qui pourront être commercialisés en Europe. À quel niveau se fait la différence entre les deux? Dans l'utilisation d'OGM ou pas, le droit qui s'applique à la viande cultivée en Europe, c'est ce qu'on appelle les nouveaux aliments, les novel foods. C'est-à-dire ce sont tous les aliments qui n'ont pas été consommés régulièrement sur le territoire de l'Union européenne avant une certaine date. En gros, c'est la définition générale. Et donc, il faut une autorisation pour ces produits-là, pour être commercialisés. Et cette autorisation se fait sur la base de tout un tas de contrôles sanitaires, tout un tas de contrôles de processus, etc. Et une fois que cette autorisation est obtenue, les produits peuvent être commercialisés sur le territoire de l'Union européenne. Mais il n'y a pas besoin d'OGM, comme il n'y a pas besoin d'hormones, comme il n'y a pas besoin d'antibiotiques, etc., pour faire de la viande de culture, non. D'accord, et donc est-ce que ce ne serait pas ce classement dans la catégorie des novel foods qui ferait qu'on assimilerait ça facilement à de l'alimentation transformée, alors qu'en fait, ça ne l'est pas forcément, d'après ce que je comprends? Ouais, je pense que c'est aussi quelque chose qui relève de la peur, un peu de la peur de ce qu'on ne connaît pas, et notamment de la peur de tout ce qui paraît comme trop artificiel, synthétique, etc. Comme si la viande conventionnelle qu'on mange était, on l'a cueillie sur des arbres, quoi. Comme si c'était moins naturel qu'autre chose. Il y a forcément besoin d'une intervention humaine, même quand on a quand on a un potager ou ce genre de choses. C'est pas. Donc je pense que c'est cette peur-là, et c'est aussi tout un tas de désinformation, de marchands de peur, parce que forcément il y a un énorme intérêt économique de la part des filières de l'élevage intensif, notamment à ce que ce genre de produits ne sortent pas. De certains politiques aussi, de faire des blocages parce que pour des visées électoralistes, etc. Mais en même temps, j'entends beaucoup que c'est les gros groupes qui investissent dans la viande cellulaire. Il y a 2 gros groupes qui investissent dans la viande cellulaire. Des grands groupes qui font de la viande. Tout à fait. Genre Cargill ou... Ouais. Les blocages principaux, c'est pas vraiment les entreprises, parce que ça, elles ont toutes compris que ça arrivait. Notamment d'ailleurs de côté pet food, côté nourriture pour animaux, mais pas que. Les blocages, ça va plus être des
côté élevage intensif en fait. Mais côté, donc ça, d'après ce que j'ai compris jusqu'à présent, c'est plus aux États-Unis où il y a quelques grosses entreprises qui commencent à soutenir ça, mais par contre en France, je crois qu'on est encore loin de l'agro-industrie qui soutient la viande de culture. Ouais, non en France, on n'en est pas encore là, mais on sait qu'ils s'y préparent et c'est pas quelque chose qui bloque parce que c'est pas, ils sont entre guillemets agnostiques sur le sujet. C'est du moment, enfin. Du moment qu'ils peuvent faire du commerce qui rentre dans le cadre de la loi, etc., ils ont pas de problème. Et si ça peut permettre de faire un produit qui est plus écolo, qui s'adresse à plus de gens parce qu'il n'y a pas tous les problèmes éthiques que posent d'autres produits, etc., ils sont pour, quoi. Guillaume, Herman, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ça ? J'ai une petite remarque. Il faut savoir que les États-Unis, cette année, le département de l'agriculture, le USDA, a attribué 10 millions de dollars pas de primes, mais d'aide à la recherche. De subventions sur la recherche pour la viande de culture. Donc eux, ils sont pas du tout... ils sont beaucoup plus loin que nous niveau intellectuel. Parce que pendant ce temps, en France, on a certains politiques, dont j'ai oublié le nom, qui essaient de faire passer l'interdiction de la consommation de viande de culture dans les écoles et les prisons et tout. Dans la loi climat, bon, ça va sûrement pas passer, mais... C'est passé. C'est passé. Pardon pour le... Vas-y. Pardon pour le down, hein, mais enfin pour la mauvaise nouvelle, mais c'est passé. C'est effectivement, alors il y a un député, les Républicains. En gros, on voit sur le sujet de la loi climat que tous ceux qui bloquaient un peu l'avancement des menus végétariens dans les cantines, parce que c'était un peu le sujet de l'article à la base, voilà, il y en a parmi ceux-là qui ont défendu cet amendement, qui ensuite est devenu un article et qui maintenant a été voté, et donc il fait partie de la loi, sur le fait qu'on ne peut pas consommer de viande cultivée dans les cantines scolaires, sachant que d'une part, c'est un peu... Dans toute la restauration collective ou uniquement dans les cantines scolaires ? Alors, je ne sais plus exactement. Public. Ouais. Ça inclut les prisons. Et... D'accord. Ouais. Alors, il y a deux problèmes avec ça. Il y a un problème qui est le fait qu'en fait, on n'a pas encore les produits. On n'a pas encore les produits, donc en fait, c'est un peu bizarre de vouloir interdire ça. Surtout que la loi climat, le principe, c'est qu'on a voulu... Enfin, le principe de la loi climat, c'est d'adopter des choses qui sont bonnes pour le climat. Et en l'occurrence, la viande cultivée, c'est 95% d'utilisation de terre en moins, c'est 98% d'eau en moins, non, 78% d'eau en moins, 98% de moins d'émissions de gaz à effet de serre si on utilise des énergies propres, etc. Enfin, c'est clairement énormément supérieur à la viande conventionnelle pour le climat. Donc on se demande ce que ça fait là. Et d'autre part, c'est quelque chose qui est probablement même pas juridiquement tenable, parce que c'est l'Union européenne qui s'occupe de la mise sur le marché de ces produits-là. Et donc la France n'est pas en mesure d'interdire ça. Et même C'est-à-dire que le jour où ce sera autorisé, point barre. C'est ça. Et même Julien de Normandie, et en fait on se retrouvera avec une situation où on a une loi qui est inconventionnelle, c'est-à-dire qui ne respecte pas le droit européen, qui prime sur le droit national. Et même Julien de Normandie, qui a manifesté son opposition à ces produits-là, a quand même dit pendant les débats qu'il était contre l'amendement qui interdisait ça dans la cantine parce que ça ne respectait pas le droit européen. Donc, juste sur cette question-là, en fait, on est déjà dans une situation bizarre. Et au-delà, justement, le fait de la possibilité d'améliorer l'impact de la viande, il me semble qu'on pourrait peut-être aussi améliorer l'impact sanitaire de la viande via la viande de culture, puisqu'on peut envisager, je crois, d'avoir des viandes plus saines, avec moins d'acides gras saturés, moins d'acides gras trans. Là, je me tourne un petit peu vers toi, Guillaume, qui connaît un petit peu les sujets justement de la santé liés à la viande. Est-ce que ça te paraît du coup quelque chose d'envisageable de faire des viandes plus saines grâce à cette technologie ? Je ne suis pas expert de la technologie qui l'a fait, mais si j'ai bien compris, c'est possible de modifier la composition. Après, ça peut impliquer de faire des OGM, de modifier le code génétique du bœuf, par exemple, pour diminuer la proportion d'acides gras saturés. Donc ça c'est une autre question, mais il y a clairement un fardeau de mortalité qui est dû à une consommation excessive de viande, et en particulier en Europe et dans les pays développés, qui pourrait être largement réduite si on diminuait la teneur parce qu'on connaît, on a de bonnes pistes sur quels nutriments causent quoi. Par exemple, on pense que le fer héménique dans la viande rouge, c'est en partie ça qui cause le cancer du côlon en cas de consommation de viande. Donc on pourrait l'enlever un peu de fer héménique dans la viande. Voilà. Mais paradoxalement, le fer héménique, c'est aussi ce qui donne à la viande rouge son goût de sang, de sang, quoi. Et c'est ça qui fait que ça devient marron quand on la cuit. Mais est-ce que du coup, on n'aurait pas les mêmes soucis de santé en mangeant de la viande cellulaire qu'on en a déjà avec
de la viande classique, en fait. Si on en venait à en manger, on va dire, dans les mêmes proportions. Ah bah, si c'est la même, on aura les mêmes soucis. Ouais. Mais justement, ça peut ne pas être la même. Ça peut être quelque chose d'amélioré où il y a pas, enfin, je sais pas, on peut imaginer quelque chose qui est meilleur en B12, en vitamine B12, on ajoute de l'iode. Enfin, je sais pas si, je suis pas assez expert sur le côté technique pour savoir si ça modifiera le goût, par exemple, mais c'est des choses qu'on peut faire avec la viande cultivée qu'on ne peut pas faire avec la viande conventionnelle. Un truc super important aussi, c'est que si on se met à produire beaucoup de viande cultivée et à réduire l'élevage, il y aura un risque de pandémie et de maladies émergentes qui sera beaucoup moindre et qui est peut-être sur le long terme, en tout cas en termes de risque existentiel pour l'humanité, c'est peut-être plus important de réduire les risques d'une grippe H14N12 que d'éviter les 10 millions de morts dans l'Union européenne à cause d'une surmortalité. Si je me souviens bien, c'est 60% des maladies infectieuses qui sont issues de l'élevage des animaux et 75% des nouvelles, des maladies émergentes qui sont issues des croisements pas très cool. Et juste là, en ce moment, il y a des campagnes d'éradication de grippe aviaire. Je crois qu'on a plus de 6 millions ou 600 000 oiseaux abattus en France parce que, comme toutes les années, il y a la grippe aviaire qui revient et... Le risque de zoonose diminuera. Ouais. On a vu aussi sur l'écologie par rapport à l'eau, ça pourrait être énorme parce que l'élevage, c'est énormément d'eau. Et il y a aussi sur le côté sanitaire qu'on n'a pas relevé, c'est tous les antibiotiques. Tout à fait. En fait, on n'utiliserait plus, ça serait des viandes sans antibiotiques, alors que ça peut avoir des conséquences sur la santé. Ça, c'est lié aux maladies émergentes en fait. Le fait qu'il y ait des maladies émergentes, c'est parce qu'on utilise les antibiotiques dans les élevages intensifs, massivement. Et alors, s'il y a des gens, des éleveurs qui vous disent qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser les antibiotiques à titre préventif, en fait c'est vrai, mais ils ont le droit de les utiliser en tant que facteur de croissance. Donc ils jouent sur les mots, mais au final les antibiotiques sont utilisés à tout âge de la vie, sur tous les animaux quasiment. Et c'est ça qui crée la résistance aux antibiotiques, qui fait apparaître des nouvelles maladies. Et je reviens un petit peu sur ce que tu disais sur l'utilisation de l'eau pour l'élevage. Là, il y a une protéine animale qui est de plus en plus en vogue, c'est les insectes, notamment pour les animaux de compagnie, où on voit justement des croquettes à base d'insectes qui arrivent, où de plus en plus d'industriels ou d'entreprises espèrent pouvoir faire manger des insectes un jour aux humains également. Donc voilà, ma question, c'est l'impact écologique de la viande cellulaire, de la viande de culture, est-il connu par rapport aux insectes? Est-ce que ça pourrait être un argument? Est-ce que par hasard l'impact de la viande de culture est encore meilleur, du coup encore plus bas que celui des insectes, ou est-ce que ce serait pas un argument compétitif? Écologiquement, oui. Je n'ai pas en tête les chiffres des insectes parce que nous, on ne s'occupe pas de ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on promeut. Voilà. Écologiquement, je sais que la viande, les perspectives de la viande de culture sont supérieures à ce qu'on connaît pour les insectes. Oui, du coup, en tant qu'animaliste, qu'est-ce que vous en pensez, Herman, Amadeus, Guillaume? Ça serait un désastre. Ce serait un désastre d'utiliser de tuer les insectes. Ouais. Et il faut savoir que le premier débouché de la production d'insectes, c'est l'élevage. C'est pas pour les humains qu'on fait des insectes, c'est surtout pour nourrir des poulets. Parfois, il y a même des criquets nourris aux poulets, Après, il faut voir aussi si culturellement, on va pouvoir se mettre à manger des insectes aussi, quoi. Le basculement par rapport à d'autres pays où c'est déjà coutumier. Et en fait, dans les pays où c'est coutumier, c'est pas pour des raisons, par exemple, j'avais regardé un rapport de la FAO comme ça, où c'était parce qu'ils ont des ravageurs de culture, et donc ils mangent les ravageurs des cultures, quoi. Mais c'est pas un truc gastronomique, c'est pas on va aller faire des élevages d'escargots, je sais pas quoi, non, c'est s'il y a des criquets qui mangent nos blés, on fauche le blé, on écrase les criquets avec et on les mange. Et oui, exact, c'est vrai que ma mère qui était algérienne me racontait que petite, quand il y avait des invasions de sauterelles, il prenait des grands draps, il ramassait toutes les sauterelles et il les faisait griller, saler et voilà. Et du coup, on va continuer sur le prochain thème de ce débat, c'est et les autres produits, puisque il y aura, en tout cas, on sait que l'industrie de la viande de cellules travaille également sur d'autres produits, à savoir le lait, le foie gras. On a notamment l'entreprise Gourmet qui est en train de développer un foie gras de culture et qui a reçu même des subventions de la BPI France. Et le poisson, a priori, il me semble que ce serait plus facile à reproduire parce que les structures seraient plus simples, c'est ça? Alors, il y a plusieurs choses. Alors, le poisson et le foie gras, c'est le même genre de technologie que la viande cultivée, avec des différences de complexité suivant les produits. Par exemple, alors encore une fois, sur le côté technique, je ne suis pas forcément expert, mais je sais que le foie gras, il y a besoin de moins de structuration. Il n'y a pas de fibres, comme dans la viande. Oui, il n'y a pas besoin de ce qu'on appelle le scaffold. Enfin, il y a besoin de moins de structuration. Donc,
donc ça peut être plus facile techniquement que d'autres produits ou qui sont un peu plus durs. Le poisson, je pense que ça doit dépendre aussi des poissons. Par contre, il y a tout un tas de produits effectivement qui ne sont pas de la viande cultivée, du poisson cultivé, etc., qui vont être les protéines de lait, les protéines d'œufs ou même le cuir. Et ça, c'est un processus qui est différent. C'est ce qu'on appelle l'agriculture acellulaire. C'est aussi quelque chose sur lequel on travaille. En gros, vous prenez des micro-organismes que vous mettez dans une cuve. Vous les nourrissez aussi avec un milieu de culture végétale ou synthétique, etc. Et ça donne à la fin... Enfin, vous indiquez aux micro-organismes un peu quelle protéine vous voulez obtenir. Et vous obtenez de la protéine de lait, de la protéine d'œuf, etc. Et donc, ça permet d'avoir le même genre de produit que si vous avez à la base une protéine de lait entre guillemets naturelle. Enfin voilà. Moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que du coup le lait, ce serait pas la première protéine animale du coup d'avenir dans le milieu de l'agriculture cellulaire, parce que la plupart des gens qui veulent devenir véganes mais qui le sont pas encore, ils ont tendance à dire que c'est le fromage qui leur manquerait le plus. Le fromage, c'est un énorme frein à la véganisation de certaines personnes. Le camembert de Kim Kardashian. je réitère. D'ailleurs, pour parler de prélèvement, tout ça, mais dans l'agriculture acellulaire, il n'y a même pas besoin de ce prélèvement de base. Donc c'est aussi une différence avec l'agriculture cellulaire. Donc il n'y aurait même pas besoin de Kim Kardashian. Donc c'est juste des micro-organismes, ouais. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, là, cette année, il y a Perfect Day, qui est une entreprise qui a commercialisé des produits laitiers de culture acellulaire. Donc ils ont fait au moins des crèmes glacées. Après, je ne sais pas s'ils ont fait autre chose. Et au niveau du prix, justement, tu sais ce que ça a donné ou pas ? C'est comparable. D'accord. C'est le même ordre de grandeur. Ils avaient déjà fait une campagne il y a 1 ou 2 ans où c'était assez cher, mais bon, ils se lancent, quoi. Mais je pense qu'ils ont le budget et que je ne me fais pas de soucis sur l'avenir économique de cette entreprise. Donc là, ça veut dire qu'actuellement, il y a déjà des produits issus de la culture cellulaire qui sont en vente, en fait, aux États-Unis. Qui sont déjà commencés. Ouais, oui, tout à fait. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir commencer à conclure ce débat très intéressant. Quand même, un dernier petit sondage. Qui parmi vous, autour de la table, mangerait de la viande cellulaire ou d'autres produits cellulaires le jour où ce sera disponible ? Toi, t'es obligé. Oui, tout le monde. Moi, je pense que je goûterai. Mais du coup, voilà, est-ce que vous en mangeriez pour goûter ou est-ce que vous en mangeriez régulièrement ? Ah ouais, ça c'est la bonne question. Moi, pour goûter peut-être. Moi, je pense pour goûter. Dans un premier temps, pour goûter. Après, Puis si je trouve ça bon, j'en mangerai, mais j'imagine que mes goûts ont beaucoup changé, donc c'est pas sûr que j'en mange régulièrement. On est déjà dégoûté par l'odeur de la viande. Surtout maintenant, je pense qu'on sait faire autrement. Donc, pour moi, je pense que ce serait bizarre de rechanger les habitudes. Eh bien, je pense qu'on peut dire que cette technologie, c'est une technologie prometteuse qui avance très vite et qui devrait en plus bientôt être financièrement abordable. A priori, la cible de ces produits ne serait peut-être pas les véganes, mais peut-être plutôt les carnistes, à confirmer. Ou les animaux. Aussi. La cible, c'est clairement les gens qui mangent de la viande et qui veulent manger de la viande sans avoir les conséquences négatives de la viande conventionnelle. Oui. Moi, j'ai l'impression, tu me dis si je me trompe, mais que le gros enjeu de ces prochaines années, ça va beaucoup être l'image de ces produits, à savoir l'image auprès des consommateurs qui va probablement être largement façonnée par l'industrie agroalimentaire et par les politiques publiques. Oui. Et pour finir, merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce débat du Journal de la Cause Animale. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de l'arrivée de la viande cellulaire. Pensez-vous que ce soit un espoir pour faire avancer la cause animale ou avez-vous encore des réserves à ce sujet ? Comme toujours, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner. Nos émissions sont désormais disponibles sur Facebook, Instagram, YouTube et même en podcast. Comme ça, vous avez le choix. Un grand merci à nos invités, Nicolas et Guillaume. Merci beaucoup. Grand merci à l'équipe technique également. Et à très bientôt sur le Journal de la Cause Animale. Vous écoutez Armada.